Merci d'être avec nous, Laurence Cohen, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la Commission des Affaires sociales. On va bien sûr longuement parler du budget de la sécurité sociale qui commence cet après-midi et de la question de l'hôpital. Mais d'abord, un mot sur le pouvoir d'achat, puisque dans une interview au Parisien hier, Bruno Le Maire défend la proposition d'Emmanuel Macron d'un dividende salarié, c'est-à-dire une entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires doit verser à ses salariés. Le dividende salarié, c'est le profit de tous, dit-il. Il propose une convention de la majorité sur le sujet qui pourrait déboucher sur une proposition de loi. Est-ce que vous pourriez la soutenir ? Écoutez, je trouve qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois que les salariés demandent des augmentations de salaire. Il y a une grève des transports jeudi. Et tout à coup, le gouvernement sort de son chapeau des propositions qui vont à l'encontre des demandes des syndicats. Qu'est-ce qui est demandé ? C'est une augmentation des salaires, une augmentation du SMIC, une augmentation de tous les salaires. Et puis, en l'indexant sur l'inflation, à savoir donc ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. Et qu'est-ce que répond le gouvernement ? Totalement autre chose. Donc là, on voit bien qu'on est dans un conflit entre capital et travail. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement que les entreprises puissent augmenter les salaires, et pour le faire, puisqu'elles n'en ont pas envie, eh bien, il faut qu'il y ait des sanctions qui leur soient infligées. Or, c'est pas ce que fait le gouvernement. Le gouvernement dit, finalement, on va aider en réalité les entreprises et on va soi-disant permettre aux salariés d'avoir une part de la valeur, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux entreprises absolument clairement de prendre un petit peu sur leurs dividendes, de prendre sur leurs énormes profits ? Je pense aux labos pharmaceutiques, mais il y en a plein, il y a Total, etc. Mais on ne veut surtout pas égratigner ces profits. Mais donc là, le dividende salarié, c'est non pour vous ? Ça ne répond pas. Ça serait quand même du pouvoir d'achat pour les salariés. Mais c'est du pouvoir d'achat, c'est toujours finalement une mesure qui va à l'encontre des intérêts des Françaises et des Français. Il faut l'augmentation des salaires, il faut que les entreprises mettent la main à la poche, et c'est possible vu les profits qu'elles font. Et je parle des grandes entreprises, je ne parle pas des petites entreprises. Et là-dessus, il vous a répondu, Bruno Le Maire, dans cette interview au Parisien. Augmenter automatiquement tous les salaires sur l'inflation, c'est augmenter d'autant tous les prix. Sans fin, il n'y aura que des perdants. Mais c'est de l'enfumage. C'est pas ça. Pourquoi du tout. L'enfumage ? Parce que c'est de l'enfumage, parce qu'on peut bloquer les prix, notamment les prix de première nécessité, et on peut, avec des sanctions infligées aux entreprises qui ne suivent pas les directives, à savoir l'augmentation des salaires, l'augmentation des SMIC, on peut y arriver. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. On est en 2022. Comment se fait-il qu'on n'ait pas obtenu l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ? Ça fait des milliards d'euros pour l'économie. Ce sont des entreprises qui sont contrevenantes. Il faut absolument que finalement, il y ait des aides qui soient données aux entreprises quand elles sont vertueuses. On parle quand même d'un gain, si on arrivait à ça, de 100 à 200 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a de l'argent. On va parler du budget de la sécurité sociale, puisque vous débutez à 16h l'examen de ce texte dans l'hémicycle du Sénat, texte adopté par 49-3 à l'Assemblée nationale. On voit tout ça avec notre journaliste parlementaire, Alex Poussa. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Alex, on va voir avec vous d'abord quelles sont les grandes lignes de ce budget de la Sécu porté par le gouvernement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce budget, le trou de la Sécu est en train de se résorber, car après l'épidémie de Covid-19 qui avait creusé les déficits en 2020, le déficit de la sécurité sociale s'élevait à 39 milliards d'euros, en 2021 à 25 milliards d'euros, et ça y est, on est vraiment sur la pente descendante avec un déficit pour l'an prochain pour la sécurité sociale qui s'élèverait à 6,8 milliards d'euros. Ensuite, avec ce budget, le gouvernement souhaite augmenter les moyens des EHPAD. 3000 infirmiers et aides-soignants viendront renforcer les effectifs dans ces établissements. Première étape d'un plan qui vise à recruter 50 000 personnels supplémentaires d'ici à 2027 dans les EHPAD. Et puis s'y ajouteront également avec ce budget 4000 places supplémentaires dans les services d'aide à domicile. Pour lutter contre les déserts médicaux ensuite, ce texte allonge d'1 an les études de médecine en internat pour que les médecins internes réalisent des stages en dehors de l'hôpital et en priorité dans les déserts médicaux. Et Alex, comment ce budget de la Sécu est accueilli ici au Sénat, notamment par la majorité de droite ? L'accueil est glacial de la part de la majorité de droite et du centre au Sénat, puisque les sénateurs refusent la trajectoire budgétaire de la sécurité sociale. Même si l'an prochain, le déficit diminue, il devrait, selon les sénateurs, augmenter dans les années à venir. Ensuite, la droite sénatoriale est aussi sceptique sur les moyens qui sont donnés à l'hôpital, malgré l'enveloppe de 400 millions d'euros qui a été débloquée la semaine dernière en
une urgence à la dernière minute pour l'hôpital et les urgences pédiatriques par le ministre de la Santé François Braun. Et puis comme chaque année, la majorité de droite sénatoriale propose sa propre réforme des retraites via un amendement au texte. Il donne d'abord 1 an aux partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur une solution pour équilibrer le système des retraites. Et en cas d'échec des négociations entre les partenaires sociaux, eh bien, il prendrait les mesures suivantes. D'abord, recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, augmentation de la durée de cotisation pour atteindre 43 annuités dès le départ en retraite de la génération 1967, et puis convergence des différents régimes spéciaux d'ici à 2023. C'est une manière d'ouvrir le débat sur la réforme des retraites avant le texte du gouvernement qui est attendu cet hiver. On va écouter le spécialiste des retraites au Sénat, René-Paul Savary. Nous sommes fidèles à nos convictions qu'il faut être comme les autres pays européens, avoir un délai de travail suffisant pour prendre en compte cette espérance de vie qui est augmentée, de façon à ce qu'on puisse maintenir le niveau des retraites, parce que c'est une préoccupation. Si on ne prend pas les mesures, eh bien nous ferons des retraités pauvres et il y aura une baisse progressive du pouvoir d'achat des retraités, ce que ne souhaitent pas bien sûr nos concitoyens. Voilà, cette réforme des retraites de la droite sénatoriale, elle ressemble à celle qui est souhaitée par Emmanuel Macron. Alors, qui a copié qui ? C'est le gouvernement qui est venu sur notre ligne, estime Gérard Larcher, le président du Sénat, aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Et puis, la majorité de droite sénatoriale souhaite également d'autres modifications dans ce budget de la sécurité sociale via des amendements portés par la Commission des affaires sociales avec des contributions exceptionnelles sur d'abord les bénéfices des mutuelles de santé l'an prochain, un prélèvement supplémentaire à hauteur de 300 millions d'euros. Et puis un effort de 250 millions d'euros est également demandé aux laboratoires d'analyse médicale qui ont bénéficié de tous les tests Covid remboursés par la Sécurité sociale. Le gouvernement, lui, propose une baisse des tarifs des laboratoires d'analyse médicale, ce qui provoque actuellement la fronde des labos. Laurence Cohen, d'abord, comment vous jugez ce budget de la Sécurité sociale porté par le gouvernement ? Écoutez, je trouve que c'est un budget qui ne répond absolument pas à la souffrance des personnels, aux difficultés des patients, et que, une fois de plus, le gouvernement fait la sourde oreille par rapport à la situation de terrain que moi je connais en tant que sénatrice, comme d'ailleurs l'ensemble de mes collègues. Moi, je suis une sénatrice de terrain, je me déplace dans les hôpitaux de mon département, le Val-de-Marne, et je peux vous dire que la colère est très grande. Et ce qui est en train de se passer est grave, parce qu'on voit les personnels hospitaliers qui quittent l'hôpital en étant complètement épuisés, exténués, et en trouvant finalement, il y a une perte de leur métier. Et ça, c'est grave, parce que le gouvernement n'y répond pas et n'écoute pas ni ce qui se passe à l'hôpital, ni ce que nous, on relaie au niveau de mon groupe, le groupe communiste, au Sénat. On va parler de l'hôpital dans quelques instants avec la presse régionale, plus spécifiquement, mais vous avez décidé de déposer une motion de rejet sur ce texte. Pourquoi ? Parce que je suis très en colère comme l'ensemble de mon groupe, et nous relayons le mécontentement et l'inquiétude qui règnent au niveau de l'hôpital, mais aussi au niveau de la médecine de ville. Écoutez, là, j'entends que le budget de la sécurité sociale, au niveau du déficit, ça va mieux, etc. Mais il faut qu'on soit clair. C'est encore maintenant, aujourd'hui, 80 milliards d'exonération de cotisations sociales, c'est-à-dire plus 10 milliards d'exonération de cotisations sociales, qui sont un manque pour les caisses de sécurité sociale. Alors le gouvernement et M. Dussopt nous dit, mais vous inquiétez pas, l'État compense, mais ça veut dire que c'est de l'argent qui manque pour l'hôpital, ça veut dire que c'est de l'argent qui manque pour embaucher, ça veut dire que c'est de l'argent qui manque pour réouvrir des lits. Donc on arrête avec ça. Il y a besoin de ne pas assécher les dépenses, les recettes de la sécurité sociale, et donc il faut arrêter cette politique d'exonération. Donc comme le gouvernement ne veut rien entendre et n'écoute pas nos propositions qui, si elles étaient entendues, eh bien, permettraient à l'hôpital de reprendre du souffle, eh bien, nous posons cette question préalable. En tout cas, dans ce budget de la sécurité sociale, il y a une hausse des moyens des EHPAD. Vous reconnaissez que ça va dans le bon sens ? Mais écoutez, c'est toujours une politique des petits pas. Vous avez annoncé les chiffres. Vous savez ce que demandent les professionnels ? Ils demandent 100 000 créations de postes chaque année pendant 3 ans, c'est-à-dire 300 000 créations de postes. Et là, on est complètement en dessous. C'est de l'enfumage. Le gouvernement ne veut rien entendre et on est en train de casser notre système de santé et notamment, ce qui est très grave, tout ce qui est service public. Alors, il y a aussi la question des déserts médicaux. On en parle beaucoup en ce moment avec cette proposition du gouvernement
gouvernement, qui est d'ailleurs un petit peu la même du côté de la droite sénatoriale, d'allonger les études de médecine en internat, et cette année supplémentaire, eh bien, elle serait faite en priorité dans les déserts médicaux. Vous pensez que ça va améliorer l'offre de soins dans les territoires sous-dotés ? Mais non, absolument pas. Là encore, ça a été fait en dépit du bon sens, c'est-à-dire il n'y a eu aucune concertation avec les syndicats des internes. Ça s'est fait sans anticipation, sans réflexion sur la formation, et on sait pertinemment que les jeunes professionnels, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui ? Ils veulent travailler collectivement en salariat. Et on leur dit, vous allez aller faire des stages en libéral avec des seniors. Or, on manque de médecins traitants. Il y a 6 millions de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Comment ils vont être encadrés ? Nous, la solution que nous proposons, une des solutions, c'est que le gouvernement donne des moyens aux centres de santé. Aujourd'hui, il peut y avoir des centres de santé dans chaque département qui soient supplémentaires, qui soient donc aidés par ce gouvernement. Or, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Là encore, il crée des discriminations. Pour les maisons de santé, par exemple, il y a 150 000 € qui sont débloqués d'aide pour 3 professionnels, et pour les centres de santé, 75 000. Donc, c'est-à-dire la moitié moins. On voit bien que ça ne va pas. C'est-à-dire que le gouvernement, comme la droite sénatoriale d'ailleurs, ne connaissent pas quelles sont les aspirations aujourd'hui des jeunes médecins. Donc, ils prennent les choses à l'envers. On va également... Oui. Pardon, un mot sur ces déserts médicaux, puisque une partie de la majorité Horizon, notamment, voulait des mesures plus coercitives sur ces déserts médicaux pour que les médecins aillent dans les déserts médicaux. Ça a été rejeté par le gouvernement. Est-ce que pour vous, il faut des mesures coercitives ? Mais il faut déjà... on constate, c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas le groupe communiste. Déjà, les mesures incitatives ne vont pas. Donc, je parle, moi, des centres de santé, et nous pensons qu'il faut un conventionnement sélectif. C'est-à-dire là où, effectivement, il y a beaucoup de médecins, eh bien, il faut arrêter de conventionner. La droite du Sénat, la majorité de droite sénatoriale, veut ouvrir le débat sur la réforme des retraites dans ce budget de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous répondez à votre collègue René-Paul Savary, sénateur Les Républicains, qui dit que si on n'équilibre pas notre système de retraite, eh bien, dans l'avenir, on aura des retraités pauvres ? Là encore, je trouve qu'évidemment, c'est une logique qui est une logique ultralibérale. On est en 2022. On a une espérance de vie qui est effectivement plus importante, et on nous dit il faut travailler plus longtemps. Et on voit que les gens, il y a un certain nombre de personnes, notamment dans des métiers avec une grande pénibilité, qui sont absolument cassés. Et on leur dit il faut continuer. Alors que si vous regardez le taux de chômage chez les jeunes et chez les personnes justement âgées, il y a un taux qui est important. Donc il faut arrêter. On est en 2022, on devrait pouvoir travailler moins longtemps, 32 heures, ça serait possible au lieu d'aller à 40 heures, et on devrait pouvoir s'arrêter bien plus tôt au lieu de pressurer les salariés comme ils le sont aujourd'hui. Et du coup, comment on financerait notre système des retraites ? Mais là aussi, le système des retraites, c'est exactement la même chose. Si on veut que notre système de protection sociale tienne debout, il faut arrêter d'assécher les recettes, et j'en ai fait la preuve. Donc on augmenterait les cotisations retraite. Eh bien, surtout, on arrêterait d'exonérer, on financerait notre système de protection sociale. C'est ça qui est extrêmement important. Aujourd'hui, si vous voulez, on assèche les dépenses au détriment de l'hôpital, au détriment de l'assurance maladie, au détriment des retraités. Et après, eh bien, finalement, on est en train de pleurer en se disant « Ah, quelle solution on va pouvoir prendre ?» et qui sont mauvaises pour l'ensemble des salariés et des retraités. Est-ce que vous allez voter les surtaxes qui sont proposées par la majorité de droite sénatoriale et qui concernent les mutuelles et les laboratoires d'analyse médicale ? Écoutez, moi je vais... vous savez, au niveau de notre groupe, on va examiner comment le débat se déroule déjà. Je ne sais pas ce qui va en être. On pose déjà une question préalable où on dit que c'est pas possible, on est en colère, ce budget ne correspond pas à la réalité, il est même insincère. Donc déjà, on n'est pas pour le budget tel qu'il nous est présenté, et on va voir après si notre motion est rejetée, comment on va voter suivant les mesures qui vont être prises. Par exemple, moi j'aurais souhaité qu'on taxe davantage les grands laboratoires pharmaceutiques qui se sont fait des milliards d'euros de profit pendant la pandémie. Je pense notamment à Sanofi, malgré son échec pour la découverte du vaccin du Covid.
Merci Alex. On suivra bien sûr ce qui se passe dans l'hémicycle à partir de 16h et demain, compte rendu de cette séance avec vous. On va parler plus spécifiquement de la question de l'hôpital. On va à Marseille. On retrouve Léo Purgat, président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Bonjour Léo, merci beaucoup d'être avec nous. Et vous revenez sur la visite vendredi à Marseille du ministre de la Santé, François Braun. Oui, tout à fait. Le ministre de la Santé est venu à Marseille vendredi. Jeudi, il était également à Avignon pour présenter notamment le suivi numérique des patients. Il a été à chaque fois confronté au mécontentement du personnel qui estime que le Ségur n'est pas à la hauteur et qu'il y a besoin absolument de moyens supplémentaires pour leur permettre d'assurer leur mission. Donc ça m'amène à la question que j'avais envie de poser à Laurence Cohen. On sait qu'avec votre groupe, vous avez fait un tour des hôpitaux avant même la crise sanitaire, où vous aviez alerté sur la situation de l'hôpital public. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir raison sur le constat. Vous, ministre de la Santé, quelles seraient vos premières mesures pour faire cesser cette spirale délétère pour l'hôpital public ? Eh bien, écoutez, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir raison en amont. Il faut avoir des propositions. Je l'ai dit déjà, il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale, arrêter les exonérations de cotisations patronales, parce que ça fait un manque à gagner extrêmement important, justement, pour l'hôpital. Il faut arrêter avec cet Ondam. Là, je veux quand même donner quelques chiffres. On est après la crise. On aurait pu penser que le gouvernement aurait tiré un certain nombre d'enseignements, la crise Covid. Or, l'Ondam augmente, c'est-à-dire... Qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Effectivement. Le plafond n'a pas dépassé. Voilà, le plafond n'a pas dépassé. Il augmente de 3,7%. Or, 3,7%, d'où le mécontentement des hospitaliers, c'est en dessous des dépenses de santé qui sont prévisibles, et c'est aussi en dessous, pour la première fois, de l'inflation. Donc, on voit là le manque à gagner. C'est-à-dire qu'avec ce budget, le gouvernement fait une économie de près de 2 milliards, 1,7 milliard exactement, sur le système de santé. Donc il faut déjà hausser les recettes au niveau de notre système de protection sociale. Il faut revaloriser les salaires. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus les exclus du Ségur. Il faut améliorer les conditions de travail. Pour améliorer les conditions de travail, il faut donc réouvrir des lits. Et donc, il faut que la profession, au niveau des professionnels de santé ou du médico-social, soit à nouveau attractive. Donc, il faut qu'il y ait des cadences qui soient moins importantes. Donc, il faut réembaucher. Alors, le gouvernement vous dirait qu'il a fait tout ça, qu'il y a eu le Ségur, qu'il y a eu 10 milliards, qu'il a débloqué le numerus clausus et que, du coup, une fois que ces médecins seront opérationnels, les lits pourront rouvrir. François Braun a débloqué 400 millions d'euros pour les services en tension. Pour vous, il n'y a pas de réponse ? Mais les réponses sont insuffisantes, si vous voulez. Quand ils font le Ségur, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils excluent des personnels. Ça crée un mécontentement terrible. On le leur dit, mais ils ne rectifient pas le tir. Quand on parle de milliards d'euros, on ne parle pas, là, je vous ai dit, une économie à nouveau. Ça fait 30 ans qu'il y a des économies sur le dos de l'hôpital et du système de santé. Donc il est à l'os, là, pour parler un peu. Donc il y a une responsabilité partagée. Droite, gauche, Emmanuel Macron, c'est pas que ce gouvernement qui a droite, gauche, ça dépend de quelle gauche vous parlez. Effectivement, Sarkozy, Hollande et Macron. Voilà. Mais nous, au niveau des communistes, on n'a pas participé à cette politique-là. Nous, on est toujours pour une politique de santé qui parte des besoins des patientes et des patients. Et c'est pas ce que fait le gouvernement. Et quand il y a le feu, tout à coup, il arrive, mais il arrive avec une petite cuillère remplie d'eau, alors qu'il faudrait effectivement un camion de pompiers. Ouais. Et sur les 400 millions là, débloqués récemment pour les services en tension, alors c'était 150 millions, François Braun a monté l'enveloppe à 400 millions. Pour vous, c'est à la hauteur de l'enjeu ? Mais non, c'est pas à la hauteur de l'enjeu, et c'est pas, là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon groupe, c'est l'ensemble des professionnels. Écoutez la colère, les revendications des personnels au niveau de la pédiatrie. Enfin, quand j'ai dit dans l'hémicycle fin octobre, lors de ma question au gouvernement, la question que je posais au niveau de mon groupe, qu'il y avait un tri
des patients et que c'était affreux de choisir entre 2 enfants. Il y a eu des huées sur le banc du gouvernement. Mais là encore, c'est les témoignages que je reçois. C'est des enfants qui ne peuvent pas être soignés de bonne façon au niveau de l'Île-de-France et qui sont envoyés ailleurs. Vous vous rendez compte pour des enfants et pour des familles comment ça se passe? C'est ça la réalité aujourd'hui de l'hôpital. Mais on continue, le gouvernement continue à fermer des lits. Il se sert en fait de la politique d'austérité qu'il a menée, qu'il continue à mener pour réduire l'hôpital public au profit du privé. Un dernier mot là-dessus, puisqu'il y a un sondage hier dans le journal du dimanche, IFOP, qui dit que 73% ont une image négative de l'hôpital. Vous dites qu'il faut augmenter les salaires. Il y a des postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus. Est-ce que pour vous, la solution, c'est l'augmentation des salaires? Est-ce que ça va suffire? Non, s'il n'y avait qu'une solution, ça serait extrêmement facile. C'est vrai que compte tenu de la situation que j'ai décrite, il y a une foultitude de solutions qui sont à proposer. Il y a l'augmentation des salaires, il y a les embauches, il y a donc aussi une restructuration à opérer. Moi, là encore, les témoignages des hospitaliers, c'est de dire qu'il faut absolument redonner vie, redonner sens au service, parce qu'on a privilégié justement tout ce qui était gestion. L'hôpital a été considéré comme une entreprise. La tarification à l'acte, elle doit absolument être supprimée. Or, elle perdure. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est vous ou votre collègue, vous avez dit, mais le numerus clausus, ça y est, il a été ouvert. Mais là encore, ils se sont repassés la patate chaude. Permettez-moi cette expression, parce qu'effectivement, on a dit aux universités, il faut former plus de médecins. Sauf qu'on leur a pas donné les moyens. Donc c'est au compte-gouttes. Il y a très très peu de professionnels qui sont supprimés. Je suis orthophoniste, paramédicale. Il y a un manque cruel d'orthophonistes dans tout le territoire, que ce soit dans l'Hexagone ou au niveau ultramarin. Or, on ne dessert pas les taux, on ne forme pas plus de professionnels. C'est ça qui ne va pas. Il faut supprimer aussi cette histoire de numerus clausus, parce qu'on a vu aussi au niveau des études d'infirmières, il y a des hommes et des femmes qui rentrent mais qui n'avaient pas choisi ce métier-là comme premier choix et du coup qui s'en vont au bout d'1 an, au bout de 2 ans, qui ne vont pas au bout. Donc il faut arrêter cette sélection qui est stupide. On va retourner à Marseille, parler de la une de la Marseillaise. Cette fois-ci, Léo, un tout autre sujet à la une de la Marseillaise. Vous parlez de l'accueil des migrants. Oui, tout à fait, avec Mimmo Lucano, qui est l'ex-maire de Riace, qui est une petite commune calabraise, qui avait ouvert largement ses portes aux migrants. Son maire a été condamné en première instance en Italie à 13 ans de prison. Il était accueilli ce week-end par Benoît Payan, le maire de Marseille, qui lui a remis une médaille de la ville en attendant le verdict de son procès en appel. Et pendant ce temps, effectivement, il y a toujours un navire d'SOS Méditerranée avec 240 migrants à son bord qui attend de trouver un port sûr pour débarquer. La question que je voulais poser à la sénatrice Cohen, eh bien, c'est comment gérer cette question migratoire avec comme voisin une Italie gouvernée par l'extrême droite? Alors déjà, moi, quand j'entends qu'il y a des migrants qui sont sur un bateau, qu'ils attendent finalement de pouvoir être accueillis, j'ai honte. J'ai honte pour la France, j'ai honte pour ce pays des droits de l'homme où on sait les conditions de passage de ces femmes et de ces hommes, des violences qu'ils subissent. Or, si les gens quittent leur pays, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils sont chassés par la guerre, par la pauvreté économique, mais aussi par les problèmes climatiques. Et quand ils viennent, ils sont super exploités ici. C'est ça la réalité. Moi, je soutiens en ce moment les travailleurs de chez Chronopost. Ils sont exploités, ils sont sans papier. On les fait travailler dans des conditions de travail qui sont proches de l'esclavage. Chronopost, avec service public extrêmement important à l'intérieur, et y compris au niveau fonds publics avec une partie importante du gouvernement, et on les fait travailler extrêmement dur. On ne reconnaît pas leur travail. S'ils protestent, ils doivent prendre la porte, alors qu'ils sont utilisés comme une main-d'œuvre corvéable à merci. Donc il y a une hypocrisie. On fait venir ces migrants
pour qu'ils travaillent sur un travail qui n'est pas pris aux Français, comme je l'entends dire, et aux Françaises, mais bien au contraire. Et finalement, on ne leur reconnaît pas leur citoyenneté. Alors justement, Gérald Darmanin, il dit, moi je veux mettre fin à cette hypocrisie, je propose un statut avec Olivier Dussopt, un statut de travailleur pour les métiers en tension, avec un titre de séjour pour ces étrangers qui travaillent dans ces métiers en tension. Est-ce que c'est une bonne idée? Eh ben chiche, moi je voudrais bien connaître exactement quelle est la mesure jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est effectivement ce que vous dites, mais en même temps, on considère l'individu tout seul, c'est-à-dire sans liens familiaux, sans rien, il vient, il bosse, et c'est uniquement par rapport au travail. Et si jamais il y a un problème, si jamais il est renvoyé, si jamais l'entreprise ne veut plus de lui parce que finalement, eh bien, il n'en a plus besoin, qu'est-ce qui se passe ? Donc, si vous voulez, on n'est pas là sur le règlement d'un problème d'un point de vue objectif, d'un point de vue à la fois humain, d'un point de vue économique. Il faut savoir que les travailleurs qui viennent ici rapportent à l'économie française. Donc, vous dites, parce que là, c'est un titre de séjour d'1 an sur des métiers en tension. Si jamais le métier n'est plus en tension l'année d'après, c'est la fin du titre de séjour. Vous vous dites, il faut de la régularisation et pas seulement un titre de séjour d'1 an. Bien sûr, il faut de la régularisation. C'est ça, nous, que nous demandons au niveau de notre groupe, et c'est surtout pas cette épée de Damoclès. Enfin, vous vous rendez compte, si ça dépend uniquement du travail et donc de l'entreprise, ça veut dire que c'est, je le répète, une main-d'œuvre corvéable à merci. On a l'impression de retourner au temps de l'esclavage. Merci Laurence Cohen. Merci. On va regarder la une de la Marseillaise. Marseille, l'internationaliste, c'est à la une de votre journal Léo Purgat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci Laurence Cohen. Et dans 20 minutes dans le Club des Territoires, on va revenir sur la question de la dissolution, sur le Rassemblement national. On en parle tout de suite avec notre prochain invité, c'est Laurent Jacobelli.